Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce tout premier épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir de l'année. Avant de commencer, je vous souhaite une bonne année 2022 et je tiens également à vous remercier pour nos échanges lors du calendrier de l'Avent sur le platisme. Vous avez été là, commentant régulièrement mes vidéos, et j'ai pu échanger avec pas mal d'entre vous, même avec quelques platistes qui sont venus me parler. Quoi qu'il en soit, commençons cette vidéo qui a dû être décalée suite à mon investissement important dans le calendrier de l'Avent. Savez-vous que l'air autour de votre corps a un poids ? Vous ne le sentez pas parce qu'il appuie à peu près de la même façon un peu partout sur votre corps. Il applique pourtant sur ce dernier une pression égale à environ 1 kg par centimètre carré. Mais comment en est-on arrivé à découvrir cela, me direz-vous ? Eh bien, pour comprendre l'histoire de notre compréhension de l'air qui nous entoure, il faut remonter vers 1635, plus précisément en Italie dans la ville de Florence, ville traversée par un fleuve, l'Arno, servant d'axe fluvial et rafraîchissant la ville lors des chaudes journées estivales. Depuis la Renaissance, la très prospère famille Médicis règne sans pitié et sans partage sur la ville. Et c'est justement pour montrer leur puissance et l'influence de la famille dans les cours d'Europe, et au monde entier, que de somptueux édifices sont construits dans la ville de Florence. La mise en place des jardins, et surtout de leurs fastueuses fontaines, cause quelques soucis aux ingénieurs. Les pompes installées semblent en effet ne pas réussir à aspirer l'eau sur plus de 10 mètres de haut. Pourtant, tous les savants connaissent le grand principe d'Aristote, la nature a horreur du vide. Ils ne comprennent donc pas pourquoi si la pompe chasse l'air, l'eau n'est pas aspirée depuis l'Arno jusqu'à cette dernière, mais s'arrête systématiquement à une dizaine de mètres au-dessus du niveau du fleuve. Il faut donc trouver un savant novateur afin de résoudre cette épineuse question du problème des fontaines. Coup de bol, un scientifique émérite est assigné à résidence dans la ville de Florence depuis quelques années pour avoir osé prétendre que la Terre n'était pas le centre de l'univers, qu'elle tournait sur elle-même, mais également autour du Soleil. Vous l'avez compris, on parle bien sûr de Galilée. Les Médicis font alors appel au vieux savant qui a pour mission de résoudre ce problème. Bon, il est assigné à résidence, donc il a plein de temps libre, normalement. Eh bien, oui et non. Car si Galilée s'intéresse dans un premier temps au problème des fontaines, il va s'en désintéresser rapidement pour se consacrer à d'autres expériences qui vont l'amener à remettre fortement en doute les croyances d'Aristote et qui le pousseront à montrer qu'elles sont totalement fausses. Bon, pas d'inquiétude pour les fontaines florentines, les travaux n'ont pas attendu que le vieux barbu trouve la solution, et une autre méthode a été trouvée pour acheminer l'eau et faire le spectacle. En tout cas, le fait qu'Aristote puisse se tromper va pousser Galilée à aller plus loin dans sa démarche. Et si la nature n'avait pas réellement horreur du vide, comme le prétend le philosophe. Il parlera de ses idées avec quelques savants lui rendant visite, mais mourra en 1642 sans avoir été plus loin que son ébauche de réflexion. C'est alors qu'un autre savant entre en jeu, Evangelista Torricelli. Élève très doué en mathématiques, Torricelli est un grand admirateur de Galilée, devenant l'un de ses disciples dès l'assignation à résidence de son idole. À la mort de ce dernier, il décide de reprendre le travail de son mentor. En plus, vu qu'il a été nommé physicien de la cour du duc de Toscane, c'est parfait pour lui puisqu'il n'a pas à aller chercher bien loin pour trouver un sujet d'étude. Torricelli sait que trouver de l'eau est très simple, mais se dit quand même que ce n'est pas judicieux ni pratique de travailler avec des colonnes de 10 mètres de hauteur. Son intuition va le pousser à penser que c'est la densité du liquide qui est importante dans cette histoire. Il va donc se rabattre sur le mercure, métal peu onéreux, présentant l'immense avantage d'être près de 14 fois plus dense que l'eau. Si son idée est juste, il peut donc reproduire ce qui se passe avec l'eau en créant un dispositif 14 fois plus petit, ce qui est parfait. Il commence donc par remplir une bassine de mercure, et y plonge un tube qui est lui aussi rempli de mercure, qu'il va ensuite retourner la tête en bas afin d'empêcher que le tube ne se vide. Si Aristote a raison, et que la nature a effectivement horreur du vide, le tube devrait rester intégralement rempli de mercure puisque l'air ne peut pas y rentrer. Pourtant, son observation va à l'encontre de ce principe. Il observe en effet que le niveau de mercure dans le tube va descendre, signe qu'un vide s'est formé. Encore une fois, on prouve que ce qu'a dit Aristote est totalement faux. Mais au-delà de cette simple observation, Torricelli va pousser plus loin son étude. Il remarque en effet que la colonne de mercure dans le tube est invariablement de 76 cm de hauteur. Il a beau pencher son tube ou plonger son ouverture plus ou moins profondément dans la bassine de mercure, il observe qu'il a toujours la même différence de hauteur de 76 cm entre le niveau de mercure dans la bassine et le niveau de mercure dans le tube. Il vient donc en toute simplicité de prouver l'existence de la pression atmosphérique
grandeur qu'aucun de nos sens ne peut détecter et pour laquelle il n'existait jusqu'alors aucun instrument de mesure, et de prouver au passage qu'Aristote raconte encore une fois de la merde. En observant sur plusieurs semaines son appareillage, il remarque alors de légères variations de la hauteur de la colonne de Mercure en fonction de la météo. Le niveau va avoir tendance à baisser un peu avant l'arrivée de la pluie et ne remonte que quand le ciel commence à se dégager. L'effet est même d'autant plus important que la pluie est sévère. A l'inverse, les jours de beau temps, il est légèrement au-dessus de sa position habituelle. Et c'est alors que le tout jeune Blaise Pascal, qui a seulement 20 ans n'a pas encore viré totalement dingo à cause de la religion, finit par avoir vent de l'expérience de Torricelli. Il entreprend alors de reproduire cette dernière et se demande si, en plus de l'influence de la météo, le niveau de Mercure pourrait varier avec l'altitude. Car en effet, si l'air a bien un poids, il semble logique que ce dernier résulte de l'intégralité de la colonne d'air appuyant sur les objets. Si l'on prend de l'altitude, on diminue de fait la hauteur de la colonne d'air, ce qui devrait en toute vraisemblance faire diminuer la pression mesurée. Il entreprend une expérience à la Tour Saint-Jacques, à Paris, mais la hauteur de cette dernière de seulement 50 mètres est un inconvénient. S'il semble en effet que le niveau de Mercure baisse quand Pascal prend de la hauteur, l'imprécision de son montage fait qu'il a besoin de quelque chose de plus important pour être totalement sûr de son résultat. Il entreprend donc de prendre plus d'altitude et part pour le sommet du Puy de Dôme. Il constate alors que sa prédiction est correcte. La hauteur de la colonne de Mercure décroît bien avec l'altitude. C'est une expérience extrêmement simple que tous les platistes pourraient reproduire et qui leur montrerait très clairement qu'il n'y a pas besoin d'un dôme pour maintenir l'atmosphère et l'empêcher de se déverser dans le vide spatial. Ironique quand on pense que l'expérience a été faite au Puy de Dôme. C'est alors que la fièvre des expériences plus ou moins farfelues impliquant la pression atmosphérique et la fameuse force du vide vont apparaître un peu partout en Europe. La plus célèbre de ces expériences est sans conteste celle des hémisphères de Magdebourg, du nom de la petite ville allemande où elle a été réalisée pour la première fois. Son principe est très simple, 2 hémisphères métalliques d'environ 25 cm de rayon, vidés en leur centre, l'une de ces 2 pièces possède un tube muni d'une valve permettant grâce à une pompe branchée sur le dispositif de faire le vide à l'intérieur. Et une fois le vide effectué, les 2 hémisphères sont comme scellés. On a donc une simple coquille séparant le vide, effectué à l'intérieur et n'appliquant pas de force, de l'air ambiant appliquant une force importante sur chaque centimètre carré à l'extérieur, provoquant un effet de ventouse monstrueux. Vous pouvez accrocher plusieurs quintaux de charge à l'un des hémisphères sans réussir à les séparer. Cette expérience devient même rapidement une grande attraction dans toutes les cours d'Europe, où l'on attache de part et d'autre des attelages de chevaux tirant sur l'assemblage afin d'essayer de les séparer. Ce sont pas moins de 30 chevaux répartis sur 2 attelages qui échouent en 1654. Bon, en réalité, les 2 attelages c'est uniquement pour rendre le spectacle encore plus intéressant et l'échec encore plus marquant, car on obtiendrait exactement le même résultat avec un seul attelage d'un côté et une fixation solide à un poteau profondément ancré dans le sol de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, les tentatives sont de toute façon vaines, puisque les sphères peuvent sans broncher encaisser une traction équivalente à près de 2,5 tonnes sans que l'on puisse les séparer. Or, un cheval ayant une force de traction équivalente à environ 100 kg, il faudrait un minimum un attelage de 25 chevaux tirant d'un côté un hémisphère pour réussir à vaincre l'effet ventouse. Ou si l'on veut se la péter, 50 chevaux en ayant 2 attelages qui tirent dans des sens contraires. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est par un simple problème d'alimentation en eau des fontaines florentines que la découverte de la pression atmosphérique a pu avoir lieu. Étudié par Evangelista Torricelli, il s'apercevra que la hauteur de la colonne de Mercure dans un tube était toujours la même quelle que soit l'orientation de ce dernier. Dans les années qui suivirent, les expériences impliquant la pression atmosphérique devinrent une attraction dans toutes les cours d'Europe. L'appareil permettant de mesurer cette pression sera nommé baromètre, du grec baros signifiant poids et métron la mesure. Et rapidement, le baromètre va se perfectionner et deviendra même portable. La pression est toujours exprimée en mesurant la hauteur en millimètres de la colonne de Mercure, qui deviendra alors la référence de cette unité. Pour saluer le travail de son découvreur, cette unité de pression justement sera nommée le torr et correspond à l'impression de 1 mm de mercure. Grâce à sa capacité à anticiper de quelques heures les changements climatiques, et donc les grosses averses, le baromètre va devenir un allié important pour les marins qui, malgré leur réticence initiale, vont finir par adopter cet instrument qu'ils ne comprennent pas vraiment. Les améliorations du baromètre vont le rendre de plus en plus petit, transportable et fiable. Il va finir par abandonner le mercure pour une version miniature des hémisphères de Magdebourg,
pouvant se déformer sous l'effet des changements de pression atmosphérique, mais la référence de la mesure, et l'unité, restera inlassablement le millimètre de mercure. Si vous voyez quelque part 1 mmHg, cela signifie donc simplement 1 mm de mercure, et donc c'est une mesure de pression. Cependant, cette unité sera définitivement enterrée en 1954, lorsque la Conférence générale des poids et mesures va commencer à mettre en place une refonte profonde des unités en physique pour les faire coller au système métrique. Cependant, si les physiciens, météorologues et fabricants de pompes ont définitivement abandonné la mesure de la pression en millimètres de mercure, il existe encore un domaine scientifique où celui-ci a persisté, la médecine. En effet, la mesure de la pression sanguine a été historiquement mesurée à l'aide des baromètres à mercure. Et puisque la mesure de la tension avec le mercure donnait des valeurs simples et compréhensibles, il n'y a donc pas eu d'impératif pour effectuer ce changement, et aujourd'hui encore, les appareils de mesure de la tension continuent de donner une grandeur dans une unité totalement obsolète, le millimètre de mercure. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir abordant la découverte de la pression atmosphérique. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez bien sûr me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.